Bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer un peu la France du XVIIe siècle pour comprendre son organisation sociale, si particulière sous l'Ancien Régime. On s'appuie sur une source qui nous donne un bon éclairage là-dessus. L'idée, c'est de décortiquer ensemble cette fameuse société des trois ordres. Un peu comme si on faisait un petit documentaire historique, vous voyez, pour comprendre comment ça marchait au jour le jour. Et pour ça, on va profiter d'une analyse un peu plus pointue. Ce qui est frappant tout de suite, c'est cette croyance forte de l'époque. Un ordre naturel, voulu par Dieu, où chacun avait sa place dès la naissance. C'était comme ça, quoi. Alors imaginons un peu la pyramide. Tout en haut, le roi. Bon. Et juste en dessous, les trois ordres. Le clergé, la noblesse et puis le tiers-état. Et tout ça, c'était vu comme un ordre divin, donc. Commençons par le clergé. C'est le premier ordre. En théorie, ils font le lien entre Dieu et les hommes. Mais les sources montrent bien qu'il y a une grosse différence, non ? Entre le haut clergé, riche, souvent noble, et le bas clergé, les curés de campagne, bien plus proches du peuple. Tout à fait. C'est une distinction clé. Et leurs privilèges. Colossaux, pas d'impôt direct, comme la taille, et surtout, ils percevaient la dîme sur les récoltes. Comment est-ce que ce pouvoir économique, il fonctionnait avec leur rôle spirituel ? Alors, c'est un point vraiment central. Le clergé, il cumulait deux pouvoirs. Le spirituel, bien sûr, qui était fondamental à l'époque, mais aussi un pouvoir économique très concret. La dîme, ça représentait une part non négligeable des revenus agricoles, et les exemptions fiscales, ça augmentait leur patrimoine foncier. Ah oui, quand même. Du coup, ce pouvoir matériel leur donnait une influence considérable, bien au-delà de l'Église elle-même. D'accord, je vois. Passons au deuxième ordre, la noblesse. Là aussi, privilège dès la naissance, le nom, la lignée, mais la source parle aussi de qualité attendue. Une certaine éducation, des valeurs morales. Oui, il y avait une dimension d'exemplarité attendue, même si la base restait la naissance. Ils possédaient terres, châteaux, titres. Ils étaient militaires, conseillers du roi. Eux non plus ne payaient pas certains impôts. Et puis il y a ces privilèges qui nous paraissent un peu étranges aujourd'hui. Le droit de chasse réservé, le droit de porter l'épée. Qu'est-ce que ça signifie ça ? Ça signifie que ces privilèges allaient bien au-delà du pratique. Porter une épée en ville ou avoir le droit exclusif de chasser sur ses terres, c'était avant tout des marqueurs sociaux extrêmement forts. Ah d'accord. Des symboles visibles de leur supériorité. Ça a réaffirmé constamment leur statut à part, ça renforçait cette hiérarchie voulue par Dieu, disait-on. C'était une question d'honneur, de distinction, autant qu'un droit concret. Oui, on comprend mieux la force de ces symboles. Et enfin, le tiers-état, l'énorme majorité des gens. Mais alors, un groupe très très divers. D'un côté, la source nous dit qu'il y a une bourgeoisie qui monte, active dans le commerce, les professions libérales. Oui, une bourgeoisie urbaine notamment. Et de l'autre, la grande masse du peuple, souvent dans la misère, les famines, les maladies, et surtout écrasée d'impôts. Les impôts pour l'État, mais aussi ceux dus aux nobles. Exactement. Et cette hétérogénéité, elle est fondamentale pour comprendre le tiers-état. Ce n'est pas du tout un bloc uniforme. Il y a une vraie tension, en fait, entre cette bourgeoisie qui a conscience de sa valeur économique, mais qui a peu de poids politique, et puis les paysans, les artisans, qui, eux, subissent de plein fouet la pression fiscale. C'est ça l'inégalité flagrante, en fait. C'est ça, le tiers-état paye, pendant que les deux autres ordres sont largement exemptés. Et tout ce système est chapeauté par un roi qu'on décrit comme autoritaire et despotique, qui est le garant de cet ordre pyramidal. Bon, alors si on devait retenir une image globale de tout ça, une société très cloisonnée, où la naissance décide de presque tout, et avec cette justification divine qui vient légitimer de très fortes inégalités, que ce soit en droit ou en charge. Ce qui est frappant, justement, c'est cette cohérence, cette articulation entre la structure sociale et le régime politique de la monarchie absolue. Le roi concentre les pouvoirs, et il s'appuie sur cette hiérarchie pour asseoir son autorité. Il y a un décalage énorme entre l'idéologie officielle, cet ordre divin présenté comme harmonieux, et puis la réalité vécue par la majorité. Les inégalités, le poids des impôts, la précarité. Donc pour résumer l'essentiel, une France du XVIIe siècle coupée en ordre quasi immuable, définie par la naissance et une volonté divine supposée, et ça crée un fossé énorme entre une petite élite privilégiée et une majorité qui porte tout le poids économique du royaume. Exactement. Et peut-être une dernière pensée pour la réflexion. Quand on voit à quel point ce système de privilèges héréditaires, justifié par le divin, était profondément ancré, on peut se demander comment cette structure a non seulement façonné l'histoire de France jusqu'à sa rupture,
mais aussi peut-être comment elle résonne encore, d'une certaine manière, dans nos débats actuels sur l'égalité réelle ou la notion de mérite. C'est une question ouverte, bien sûr.